Bonjour à tous et bienvenue sur Storm Media. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Romain Cordier à notre micro. C'est un Marseillais pur et dur, passionné de l'OM, mais ça, il en parle pas trop dans son podcast. Par contre, il va nous raconter le parcours de son entreprise et de lui en tant qu'entrepreneur. Il a commencé avec une entreprise dans le bâtiment des plus classiques, et puis une rencontre a complètement changé l'histoire de sa vie et de son entreprise. Voilà, je vous en dis pas plus, mais vous verrez tout ça dans le podcast. On espère que ça vous plaira. Bonne écoute à tous. Bonjour Romain. Bonjour Salomé. Peux-tu te présenter ton activité? Alors, je m'appelle Romain Cordier, j'ai 30 ans, je suis Marseillais. Très bien. J'ai créé l'entreprise Platéo et nous, c'est assez spécifique. Si tu veux, on travaille pour les personnes sous mesure de protection, plus communément appelées sous tutelle, curatelle. Ouais. Et tout simplement, on s'est rendu compte que le tuteur ou le curateur a énormément de mal à gérer les logements de ces personnes. Ouais. Donc nous, on vient l'assister dans tout ce qui est les petits travaux d'entretien des logements des majeurs protégés. Ok. C'est assez spécifique, c'est un vocabulaire vraiment particulier, mais il faut juste comprendre que nous, on s'occupe de travaux pour un public spécifique. Spécifique, ok. À la base, quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, tu lançais Platéo, je me souviens, et c'était pas vraiment ça que j'avais retenu. T'étais plus sur, du coup, aider à trouver des artisans. Attends, si tu m'arrêtes si je dis des bêtises, pour des personnes qui avaient besoin de faire des travaux, et tu les orientais, et tu choisissais les artisans, et tu gérais les chantiers. C'est bien ça. Exactement. Qu'est-ce qui a fait que t'as viré Au début, on travaillait vraiment pour les professionnels de l'immobilier, les agences, les syndics, quelques architectes, un peu des particuliers. Et comme tu disais, c'est vraiment ça. On avait un réseau d'artisans qu'on mettait à disposition de ces personnes. Ok. Et en fait, c'est parti d'une rencontre. C'est qu'à un moment, j'ai rencontré du coup un tuteur. Ouais. Vraiment au hasard, moi, je suis pas du tout issu de ce milieu. Je connaissais pas, honnêtement, je connaissais pas avant. J'ai rencontré un tuteur, je lui ai expliqué ce qu'on faisait. On a fait quelques chantiers ensemble, mais c'est vraiment passé comme ça. On a fait 1, 2, 3 chantiers. Après, on commence à parler, et puis il me dit, mais en fait, ce que vous faites, ça a énormément de valeur pour nous. Ça a du coup, pour moi, à mon sens, plus de valeur ajoutée que pour un professionnel de l'immobilier, parce que là, on est vraiment sur des problématiques très, très spécifiques et des gens qui sont vraiment dans le besoin. Donc, on a commencé un peu à s'intéresser à cette profession et à ce qu'on pouvait y apporter. Et puis après, au bout d'un moment, on a décidé de se spécialiser, en fait. Ok. Quand tu dis on, nous, c'est un associé, vous êtes plusieurs? Ouais, j'ai un associé qui a rejoint l'aventure en cours de route. Parce que quand on s'est rencontrés, j'étais seul. Ouais, c'est ça. et à ce moment, on a une personne en alternance. D'accord. On est 3. Vous êtes 3. Ah, c'est bien, c'est trop cool. Ok. Alors à la base, t'as fait quoi comme parcours? Avant, t'as eu quoi comme expérience, tes études et puis ton parcours pro? Parce que t'as pas commencé tout de suite avec Platéo, j'imagine. C'est ça. Moi, j'ai fait un bac S. J'ai fait une école d'ingénieur en BTP. Très bien. De travaux, tout simplement. C'est logique, quand même. Et là, si tu veux, après mon école d'ingénieur, j'ai travaillé dans un bureau d'études. Ok. Pendant 3 ans. Première expérience professionnelle, super. En fait, ça me permet de monter en compétence sur les métiers du bâtiment, ces trucs qui sont assez techniques aussi. Donc, bonne expérience. Et puis après, j'ai créé. Ok. Et après, t'y es allé. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, t'as été accompagné pour Platéo. Je vais jongler dans les questions parce qu'il y a des choses qui me viennent. Quand on s'était rencontrés, c'était un événement French Tech. Il me semble que t'as aussi été accompagné par l'accélérateur M, pardon. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce que ça t'a permis de faire, à quel stade ils t'ont aidé, ces organismes-là, enfin voilà, nous parler un peu de tout ça parce que c'est vrai que c'est pas super connu pour tout le monde, donc voilà, nous dire qui t'a aidé et pourquoi. Ouais, mais en plus, tu vas voir, j'ai un parcours d'accompagnement assez complet tout au long, donc c'est plutôt intéressant. Ouais. Nous, au tout départ, j'ai commencé seul, chez moi, dans ma chambre, donc super. Jusqu'au jour où après j'ai découvert l'accélérateur M. On a commencé par là, en fait. On l'a intégré, c'était quoi, début 2021. Ouais, c'est ça. L'accélérateur M, moi, ça m'a permis de un peu reprendre remettre les bases. Ce qui était bien, c'est que j'avais déjà une petite activité qui pivotait, on va dire. Donc, on avait de quoi travailler, et ça m'a permis vraiment de reprendre les bases de l'entrepreneuriat. Il y avait beaucoup de formations, beaucoup d'ateliers avec des intervenants extérieurs, des experts, etc. Il y avait un accompagnement plus personnalisé avec un coach, avec des experts qu'on pouvait solliciter. Donc ça, c'était bien. C'est complet.
Ouais, très très complet. Il y a aussi tout ce qui est session de pitch, s'entraîner à présenter. En fait, moi, je suis allé chercher toutes les compétences que j'avais pas et où j'étais pas habitué, moi, à parler de mon projet devant tout le monde au départ. Tu apprends pas ça à l'école. Je suis seul dans ma chambre, quoi, au départ, donc voilà. C'est clair. Donc vraiment un accompagnement très très complet. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'a aidé, c'était de sortir de chez moi pour avoir ils mettent à disposition un espace de travail, donc pouvoir travailler dans des bureaux et du coup être entouré en fait d'autres personnes. Des choses, ça te motive aussi, voilà. C'est sympa. Tu échanges avec les autres sur leurs projets, comment ils avancent et tout. C'est ça, complètement. Okay. T'as été accompagné combien de temps par eux? J'ai fait 2 sessions de 4 mois. 8 mois. C'est bien. Quasiment une année. Et après, t'es parti sur autre chose. Tu dis que c'est complet. T'as été accompagné de manière globale, donc j'imagine qu'il y a d'autres organismes qui sont intervenus. Après ça, là, on avait, je pense, un peu moins besoin de l'accélérateur M. Je repars sur ça. C'est très complet. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de formations et beaucoup d'ateliers. Donc là, à un moment, on est arrivé, on avait plus besoin d'accompagnement sur des sujets spécifiques, moins au quotidien, mais plus quand on avait besoin. Là, on est parti à la briqueterie. D'accord. Qui est pas un programme d'accompagnement à proprement dit. C'est un espace de coworking. Où, je sais pas si tu les connais d'ailleurs. Non, pas du tout. C'est pour ça que ça m'intéresse que t'en parles. C'est sur la plaine. Ils sont à Plage Jean Jaurès. Oui, c'est ça. Par contre, je les situe, mais parce que j'étais invitée à des after-work, il me semble. Je suis jamais allée, mais franchement, tu peux aller. Ils font des très bons événements. Ok. Et eux, ils ont le côté plus marketing, numérique. Tu vois, ils sont plus sur ce côté-là. Donc nous, c'était bien parce qu'on avait besoin de ça à ce moment-là. Et là, on est resté quasiment 1 an. De coworking. Donc t'avais travaillé là-bas et t'avais un accompagnement plus digital. C'est ça, mais c'est plus que je les sollicitais et puis on a mis en place un petit suivi. On a repris une prestation pour. Ok. Trop bien. Et du coup, pour être là-bas, t'avais le droit à des subventions, des aides ou juste t'es dans une espèce de coworking classique, tu payes. Ouais, ça je payais comme un loyer. Ok, normal. Et après ça, il y a eu d'autres choses. Après ça. C'est passé plein de trucs. C'est ça. Après ça, on a commencé à faire le programme Entrepreneur for Good de Live for Good. Alors ça, c'est différent et c'est surtout complémentaire. C'est que c'est pas tout le temps en fait. C'est des temps de campus. Il y a 3 campus d'une semaine dans l'année. Il y a aussi un suivi avec un coach et tout. Donc ça, c'est pas mal. Trop bien. Ça, nous, on est allé chercher plus pour. Maintenant, on est quand même une société à impact. On fait quand même des missions qui ont du sens. Donc, c'est vraiment, on est allé chercher vraiment cet accompagnement-là pour asseoir cet impact, le faire comprendre, en fait, à ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Parce que nous, on a beaucoup tendance à faire les choses dans notre coin, des choses très belles, mais après, pour les expliquer, c'est pas là où on est fort, on va dire. Donc, on est allé chercher ça et c'était super. Et ça, c'est là, ce programme Entrepreneur for Good, il s'est terminé là au juillet. Tout récent. Ok. Et j'ai vu passer sur ton LinkedIn des choses avec la French Tech toujours, où tu participes à des choses, mais je sais pas si c'est parce que la French Tech t'accompagne ou juste de temps en temps non. Non. C'est qu'on est adhérent, donc on participe un peu à tout ça, mais après on n'est pas. Ok, d'accord. Ok, trop bien. Et là, depuis, il y en a encore un dernier quand même. Toujours. Et là, du coup, on est accompagné par Incoplex. Ah, je connais pas. Incoplex, c'est un programme pour les entreprises à impact. Et c'est situé à l'Épopée. Ah, mais génial, dans le 13e. Oui, je connais bien l'Épopée. Donc, du coup, c'est super parce que du coup, on a accès à l'espace de travail, on est quasiment tout le temps là-bas. Ah, c'est sympa l'Épopée. Ouais. C'est un système aussi différent. Là, c'est une journée d'accompagnement par mois. D'accord. Bien aussi, ça me laisse le temps de travailler à côté. Et puis ouais, le lieu est vraiment génial. Et quand tu dis une journée d'accompagnement, c'est toute la journée, vous avez quoi, des cours? Non, vous êtes en rendez-vous? Comment c'est? Ça dépend. Il y a des journées où on faisait un peu des ateliers de co-développement le matin et l'après-midi, on avait un peu plus des conférences. Ok. La semaine dernière, par exemple, c'était un atelier qui a duré toute la journée. D'accord. Une partie théorique le matin et pratique l'après-midi. Et je trouve ça plutôt pertinent, c'est vraiment axé sur des sujets très ciblés. Et je trouve ça. Et du coup, vous êtes plusieurs entrepreneurs à suivre le programme en même temps. Ok. C'est une promotion. Ah, c'est trop bien. Ouais, l'Épopée, ils avancent bien, ils font plein de choses, ils se construisent au fur et à mesure. Au début, c'était un peu fragmenté, et puis là, ça commence à se cadrer. C'est une belle machine, ouais. Et puis le lieu est franchement pas mal. T'as quelques poules, si t'as besoin de... C'est bon. C'est vrai. Les poules et les poussins, là, c'est génial. Tu as la terrasse pour manger. T'as le food truck là qui est absolument délicieux. Ouais. Bon, on recommande. Le bon plan. Mais dis-moi quand tu passes là-bas. Ouais, mais carrément. Mais avant, on travaillait pas mal avec eux. Enfin, j'allais faire des ateliers là-bas, bénévoles avec Storm, tu vois, des heures des sortes d'heures de coaching pour aider un peu, puis rencontrer des entrepreneurs. Et puis là, par manque de temps, j'ai un peu arrêté, mais c'est vrai que peut-être que je vais m'y reprendre. Il faudrait que je les recontacte et que je vois un peu avec eux comment on peut s'organiser.
Et c'est vrai que là, du coup, à la rentrée, on va aussi avoir quelqu'un. Je sais pas si tu connais, peut-être que tu connais Mathieu Lafont et Maël Beltas de Reform. C'est aussi une entreprise à impact. Mais du coup, on pourra en reparler. Reform, je connais. Et ils vont passer, voilà, c'est leur boîte. Et ils vont passer ici en septembre sur le podcast. Et donc, je vais peut-être avoir l'occasion aussi de retourner à l'épopée. Donc, je vais faire un tour à l'épopée pour aller voir tout le monde, je pense, comme ça, c'est cool. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est bien sympa et c'est bien motivant. Enfin, je trouve que l'espace fait que t'as envie de travailler. Et quand tu vois les bureaux, c'est juste incroyable. T'as le petit bar sympa avec tout le monde. Enfin, franchement. Et puis ça te montre que c'est possible en fait d'arriver à faire des choses comme ça. Rien que ça, moi rien que l'histoire de l'épopée, je me dis après je la connais pas en détail tout ça, mais rien de voir qu'ils sont partis de rien au final et qu'ils ont monté ça. Mais carrément. Que ça a pas non plus 15 ans qu'ils sont dans l'écosystème, voilà. Ouais, et puis ça mixe plein de générations parce que du coup ils ont gardé le cercle avec les petits retraités qui viennent, qui jouent aux cartes et tout. Donc tu vas au bar, ils sont là, ils te regardent, tout le monde se connaît, c'est une bonne ambiance quoi. Puis j'adore, j'aime trop ce lieu. C'est juste un peu loin pour moi, mais j'aime bien. Donc pour revenir à ce qui t'a amené à monter ta boîte, donc toi t'étais en bureau d'études et à quel moment tu t'es dit j'en ai marre, j'ai envie de me lancer? Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui a fait que t'as eu envie ou pas forcément? Il y a je pense deux temps forts. En fait du coup je me suis souvenu après coup que quand j'étais étudiant en école d'ingénieur, j'étais en coloc et puis j'écoute. Je remplis mon verre d'eau, on va peut-être l'entendre, je suis désolée. Sur quoi? Reprends si tu veux. Oui, je veux bien. Vas-y. J'ai deux temps forts, je pense. Je me suis rendu compte après coup. Quand j'étais en coloc en école d'ingénieur, je parlais beaucoup avec mon coloc de ce qu'on voulait faire après et tout. Et on disait pas on veut faire de l'entrepreneuriat ou quoi. Mais je sais pas, on disait on veut faire des choses, des affaires. Déjà, je commençais un peu à imaginer un parcours un peu différent de vraiment être salarié. Alors, je dis pas que c'est pas bien, etc. Mais voilà, j'avais déjà un peu des envies, on va dire, si on peut dire, un terreau fertile entre guillemets, quoi. Et du coup, après, j'ai eu mon expérience professionnelle parce que moi, je pense que c'est quand même bien important d'avoir une première expérience. En tout cas, moi, ça m'a bien servi, surtout pour apprendre ma légitimité, compétences. Mais oui, tu connais du monde, ça va un peu plus vite. C'est ça. Derrière. Et en fait, c'est tout bête, mais j'ai eu mon premier poste au bout de 3 ans dans une petite entreprise familiale où ça commençait un peu à se tendre, où j'étais plus très bien en place. J'avais un peu fait le tour, on va dire. Et puis c'est au bout d'un cycle, quoi. Et puis j'ai une rupture conventionnelle. Ok. Simplement, ça commence comme ça. Un moment. Au chômage, donc tu t'es dit. Mais c'est ça, mais le pire, c'est qu'au départ, je repassais des entretiens pour faire la même chose dans d'autres bureaux d'études, tu vois. J'étais reparti faire la même chose. Je me suis dit, bon, un petit temps de chômage parce que j'avais besoin de me reposer, etc. Et puis un jour, je me suis dit, non, mais en fait, pourquoi j'essaierais pas de faire une entreprise, tu vois. Mais alors, avec une vision de l'entrepreneuriat, mais complètement innocente et fausse aussi, surtout. Ou alors, un truc, c'est parti. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, là, je commence à faire un business plan. Ok. J'ouvre un Google Doc ou Word, je sais plus, et je fais un business plan, mais pendant longtemps, pendant un mois ou deux, tu sais, vraiment chez moi et tout. Et voilà. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est tu fais un business plan, tu as ton idée, tu vas lever des fonds, et après tu fais, tu vois, à ce moment-là, j'en suis là, et horrible, en fait, parce que du coup, je me rends compte que c'est pas du tout ça aujourd'hui. Oui, mais c'est pas grave. Au moins, tu commences quelque part, c'est déjà bien. Et du coup, je fais ça, et je le fais évoluer, jusqu'au moment où je rencontre Madou, mon mentor, qui me dit, bon, en fait, c'est bien ça, mais le mieux, c'est d'avoir des clients et commencer à faire des trucs, tu vois. Bah ouais. Parce que gros, ton comptable, il est content, t'as un business plan, tu peux avoir quelques fonds, mais au final, t'as pas de clients. Pour le coup, j'avais rien du tout. J'avais juste un PDF avec ce que je voulais faire. Ouais, super. C'est déjà ça. Et après, du coup, là, j'ai été commencé un peu à me mettre à big dans le truc, et là, je fallait parler à des clients, j'ai un peu commencé à avoir de l'activité, et puis voilà, du coup, ça allait plus vite. Mais de base, ça part de opportunité d'être au chômage et d'avoir cette chance de pouvoir entreprendre dans de bonnes conditions. Donc, au final, merci la rupture conventionnelle, quoi. Ouais, complètement. Ça t'a ouvert des portes. Ah, mais complètement. Puis t'es pas resté dans ton schéma de changer de boîte et finir faire toujours la même chose, quoi. Ouais, c'est ça. Au moins, t'as eu des opportunités, donc c'est bien. Le recul, je me dis que si j'avais pris notre poste, j'aurais fait 3 ans dans la boîte et puis après j'aurais changé. Ouais. Là, je fais 3 ans d'entrepreneuriat, donc. Tu vas changer bientôt. Non, ça serait bien que ça continue quand même. Oui, faut y arriver. Bon, c'est top. Je vais reprendre juste mes questions pour pas dire de bêtises. Tiens, on va revenir sur le nom. Pourquoi Platéo?
C'est marrant parce que je vais te parler d'abord d'une valeur de Platéo qui est la transparence. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait tout, nous, en expliquant, que ce soit aux clients, aux bénéficiaires, à l'artisan, tout en totale transparence. On n'est pas là pour tromper, truquer ou quoi que ce soit, c'est de la transparence. Donc, je vais te raconter en totale transparence notre histoire du nom. Et j'ai pas d'explication. C'est génial. J'ai pas d'histoire. En fait. C'est sympa le nom, il est sympa pourtant. Mais du coup, si tu te remets dans la position, dans la situation où je suis en train de faire mon business plan et tout chez moi dans ma chambre. Donc, le jour où je termine mon business plan, j'avais pas de nom. Ok. Et donc là, j'ai passé un jour à chercher un nom. Ok. Du coup, disponible avec le nom de domaine, un truc qui me plaisait. Et en fait, j'ai trouvé ça veut rien dire du tout. Ouais. Il y a plein de gens qui mettent un accent sur le E alors qu'il y en a pas, tu vois. Parce que Platéo, enfin, tu vas pas le dire Platéo, enfin, tu vois. Logique, mais enfin, ok. Et de base, en fait, ça fait penser comme au tout début, c'était un peu une plateforme de mise en relation. Ouais. Pas le plat, plateforme plat, ça partait un peu de ça, mais maintenant, c'est complètement décorrélé de... C'est pas grave, c'est court, c'est facile, ça se retient bien. Tu t'en fiches. C'est ça. Tu dis juste pas trop à tes clients que tu sais pas d'où sort ton nom, et puis. Ouais, moi, j'ai pas de... Enfin, les gens, donc tu fais bien ton travail. Non, c'est peut-être pas la première question qu'on te pose quand on te rencontre. Je pense pas. Non. J'ai pas de honte à expliquer l'histoire. Non, voilà. c'est comme ça. Je vais pas sortir, c'est une petite île en Grèce. Je sais pas ça, c'est bon, tant pis. T'as pas cherché, non? Non, c'est bon. Ça va. Ah, nickel. Ah oui, tiens, du coup, par rapport à ça. Donc, Platéo, et donc, tu nous disais au début que vous étiez une entreprise différente sur la partie bâtiment et accompagnement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites concrètement, ce que c'est qu'un tuteur, en quoi il a besoin de toi, et qui est-ce qui fait appel à vous? Parce que j'ai vu qu'aussi, il pouvait y avoir des décisions juridiques qui faisaient qu'on faisait appel à vous. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Voilà. Je pense qu'on va repartir vraiment sur de la base, le tuteur. Oui. Le tuteur, il faut savoir déjà que le vrai nom, c'est MJPM. Ok. C'est mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ok. C'est un auxiliaire de justice. D'accord. Et en fait, une personne, elle est mise sous mesure de protection, donc sous tutelle ou curatelle. Ouais. C'est beaucoup de définitions et c'est beaucoup de lexique, mais c'est quand elle est incapable de pourvoir elle-même à ses propres intérêts. Oui. Donc en fait, si on fait un gros résumé avec des gros guillemets, c'est une personne qui est vulnérable, qui a besoin en fait d'accompagnement pour vivre sa vie. Ouais. Il faut savoir que c'est des personnes qui présentent un handicap moteur, un handicap psychique ou des personnes âgées. On répartit entre ces trois catégories. Et le tuteur vient accompagner la personne dans tous les aspects de sa vie. D'accord. Là, tu vois, pour t'imaginer le truc, tu vas penser à ta vie et tu sais quand tu dois payer ton loyer, aller voir ta banque, payer ton forfait téléphonique, faire tes courses. Bon, le tuteur ne fait pas les courses, mais faire, je sais pas, t'occuper de ta assurance, l'assurance habitation, etc. Le tuteur va s'occuper de tout ça pour les personnes dont il s'occupe. Et c'est pas quelqu'un de la famille qui s'en occupe, c'est vraiment quelqu'un qui est défini, dont c'est le métier. Il y a deux types de tuteurs. Okay. Le tuteur familial. Ouais. Donc ça, c'est quand les personnes sont incapacitées. Faut savoir que la mise sous tutelle, c'est une décision de justice. Hein. C'est un juge qui fait une ordonnance et qui met la solution de protection. Okay. Donc si il y a le cadre est favorable et que quelqu'un de la famille est disponible pour le faire, c'est un tuteur familial. D'accord. Nous, c'est pas avec ces gens-là qu'on travaille. Ok. Et après, quand il y a pas de famille, ou que la famille est éloignée, ou qu'il y a des tensions dans la famille, ou X ou Y raisons qui font que c'est pas le bon cadre, et bien en fait, le juge va désigner un tuteur professionnel. D'accord. Lui, c'est son métier, il a le diplôme pour, il a fait vraiment son travail. Et là, il faut savoir que c'est soit des indépendants qui bossent à leur compte, comme tu dirais un freelance en fait, ou alors c'est des associations de tutelle. D'accord. Ok. Des associations qui regroupent et eux, leur rôle, c'est d'aller trouver les bons prestataires ou de faire les choses à la place des gens. Et donc, vous, comment ça se passe? Vous avez un partenariat avec, je sais pas comment ça. Nous, on a l'habitude de travailler avec ces tuteurs et ces associations. Okay. Par exemple, pour faire un parallèle simple, le tuteur va mettre en place une société d'auxiliaires de vie. Donc, il va prendre un contrat avec tel prestataire. Ce que tu vois vraiment de ces choses-là. Et quand il va y avoir un problème, on va prendre un exemple très simple. Demain, chez un majeur protégé, il y a une fuite d'eau sur le robinet. Et il va appeler son tuteur pour lui dire, j'ai une fuite d'eau, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, quoi?
Et donc, en fait, nous, à partir de ce moment-là, le tuteur va nous transmettre la demande. Dire chez cette personne-là, j'ai un robinet HPP, voici l'adresse, voici ses coordonnées ou les coordonnées de l'OCI. Et en fait, à partir de ce moment-là, on va prendre toute la suite, en fait. On va gérer l'intervention de A à Z. D'accord. Donc, on prend la demande, on va commencer par l'analyser. Bon, robinet, c'est facile, mais par exemple, tu vois, s'il y a un problème sur le chauffage, est-ce que c'est un électricien, un plombier ou un chauffagiste à faire intervenir? Donc, nous, on va un peu se questionner. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir ces connaissances dans le bâtiment. On va transmettre la demande à des artisans avec qui on travaille. Donc, nous, on sélectionne des artisans qui, je t'expliquerai un peu plus tard le processus de recrutement, mais voilà, on a des artisans qui sont qualifiés et qui ont envie de travailler pour ces personnes. On leur mandate l'artisan, on va récupérer le devis, on va le transmettre au tuteur. Donc le tuteur, à partir de là, il a pas à rechercher d'artisan, il a pas à prendre des rendez-vous, quoi, on va tout faire à sa place. On envoie le devis. Une fois que le devis est signé, on va mettre en place l'intervention. Donc on va aller appeler, soit on peut intervenir directement chez la personne à n'importe quelle heure, donc ça n'y a pas de souci. Soit il faut se coordonner avec l'auxiliaire de vie, un infirmier ou un intervenant. Donc nous on va faire tout ça. Et une fois que ça va être fait, on va transmettre la facture au tuteur. On va lui expliquer ce qui s'est passé, on va lui envoyer des petites photos de ce qui s'est passé. L'émission s'arrête là. Et puis après, il peut nous recontacter s'il y a un SAV, un problème qui se détecte après coup. Voilà, on va faire intervenir l'entreprise. En fait, il faut voir vraiment à partir du moment où il y a un problème dans un logement, on va faire tout de A à Z pour que tout type de travaux. Et globalement, c'est plutôt des gens qui sont dans des appartements. Tu t'interviens pas sur des maisons. Pas spécialement. En fait, on pense ça dans l'imaginaire. On pense que les personnes tutelles sont forcément en situation de précarité. Donc, oui, forcément, il y en a. Mais pas que. Il y a des personnes, en fait, qui sont sous mesure de protection et qui ont pas de droit. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas la majorité, on va dire, d'après ce qu'on constate. Et voilà, il y a un amalgame qui est fait sur ça, mais qui est pas vraiment vrai. Donc tu peux intervenir sur, par exemple, la toiture de la maison? Ouais, complètement. On a refait récemment une toiture d'une maison. Donc c'est hyper global, quoi. C'est les travaux de A à Z. Par contre, en termes de prestations, du coup, on s'est adapté aux besoins. Il y a des besoins qui sont un peu spécifiques. Je parle notamment de tout ce qui est nettoyage diogène, les logements qui sont très encombrés ou traitement des nuisibles, qu'on va moins avoir en fait pour des agences immobilières ou des syndics. Donc là, on a dû s'équiper. Et après, c'est vraiment très large. Et donc, toi, tu t'assures que l'artisan soit qualifié et corresponde aux besoins. Donc, comment ça se passe? Tu as un processus justement de recrutement. Tu as une liste, une base de données d'artisans et tu as ceux que tu appelles en priorité. Comment ça marche? Tu peux nous expliquer? On essaye de travailler le maximum avec les mêmes artisans parce qu'ils ont l'habitude, ils connaissent les personnes, ça c'est fluide. Et tout simplement, on a mis au point un processus de recrutement. C'est un peu notre recette secrète, mais c'est un peu ce qui nous sert aujourd'hui. Et pour t'expliquer un peu, tout simplement, on vérifie déjà toute la conformité administrative. Parce que t'as beaucoup de décennales de trucs et tout, mon Dieu, si c'est pas bon. En plus, avec ce type de personnes et le juridique et tout, tu peux pas te tromper, quoi. Ouais, complètement. Et puis après, au bout d'un moment, on fait des choses, il faut être dans les règles, quoi. La gestion décennale, elle est obligatoire, il faut qu'il ait, il y a pas de, on est intransigeant sur ça. Après, on va essayer de sélectionner des artisans qui partagent nos valeurs, en fait. On se rend compte que, si tu veux, aujourd'hui, le milieu de l'artisanat, les artisans ont globalement pas de problème pour trouver des chantiers, du travail, il y en a dans tous les sens. Donc, voilà, il y a un artisan qui est, entre guillemets, lambda, qui partage pas ses valeurs et qui a pas envie de s'impliquer dans ça. Il y a aucun jugement, après, chacun fait sa vie, quoi. Mais lui, il va pas trouver son intérêt, en fait. On intervient sur des petits paniers moyens, on intervient dans des conditions qui sont parfois un peu plus compliquées parce qu'il faut intervenir sur des horaires spécifiques. Donc voilà, donc on cherche des artisans qui partagent nos valeurs et qui ont envie de s'inscrire dans ce projet-là. Et du coup, on en trouve parce que avec ça fonctionne et qu'on travaille beaucoup avec les mêmes. Puis il y a des gens humains, quoi. C'est ça, tout simplement. Puis il y a des gens qui ont du coup une partie de leur travail où ça va être leur travail classique chez des particuliers, et puis une partie un peu plus sociale qui font avec nous, et puis c'est super. C'est trop bien. Et en fait, on a mis au point un petit processus parce que nous, on a besoin de personnes qui soient sérieuses, en fait, fiables, en fait. C'est que quand la personne nous dit à telle heure, je vais à tel endroit, faut que il soit, sinon ça. Le quart d'heure marseillais, il n'existe pas, et les 2 heures de retard non plus, quoi. C'est ça. C'est tel jour et pas le lendemain. C'est ça. C'est souvent ça. Oh là là, c'est compliqué.
Ouais, nous, on peut pas, on prévient tout le monde, surtout qu'on prévient le majeur protégé en lui disant, l'intervention va se faire tel jour à telle heure. Après, ça va le mettre dans une situation de panique. Si, c'est pas bon, c'est bon pour personne. Donc, puis nous, on perd du temps. Après, on se fait appeler de tous les côtés. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut pas du tout qu'on fasse ça. Et, faut cadrer, quoi. C'est ça. Donc après, on a des petits tests aussi pour voir s'ils sont sérieux, s'ils sont réactifs. Et après, il y a aussi toute la partie, financière. Bien sûr. Où en fonction des devis qu'ils font, nous on a l'habitude, comme on fait beaucoup d'interventions toute l'année, on a de la data sur les prix des travaux. Donc on essaye de voir si l'artisan qui va nous facturer les trucs, s'il y a des prix exorbitants, ça fonctionne pas, c'est pas adapté, quoi. Ok. Et les tuteurs, ils peuvent faire appel à plusieurs entreprises pour faire des devis et vous choisir vous, ou ils ont un seul interlocuteur parce que vous avez une bonne relation pour certains et du coup ils font appel qu'à vous? Comment ça se passe? Généralement, nous on se rend compte que c'est mieux s'ils font appel qu'à nous. Oui. Parce que je dis ça, mais c'est même pas je te dis pas ça parce que nous ça nous fait travailler, mais c'est parce qu'on rentre vraiment dans un cercle vertueux. C'est que au final, nous on centralise les demandes de plein de tuteurs. Donc l'artisan, par exemple le plombier avec qui on travaille, il va nous voir comme un gros client, en fait. Entre guillemets, un gros client, donc forcément, il lui amène plus de volume. Déjà, c'est plus fluide parce qu'on a plus l'habitude de travailler ensemble, donc ça va plus vite, etc. Et puis, forcément, il a intérêt à ce que ça se passe bien. Attention, je suis pas en train de te dire qu'on les tord, ou qu'on est en train de tirer les prix vers le bas et qu'on leur met la pression, pas du tout. Mais simplement, on rentre dans un cercle vertueux où, on a l'habitude de travailler ensemble. On a un intérêt tous à travailler ensemble parce que l'intérêt, nous aussi, de préserver nos artisans là, parce que quand ça se passe bien avec un artisan, faut qu'on le garde parce que c'est pas, ça nous fait gagner du temps. Donc ce côté-là, en fait, si tu veux, on centralise les demandes, donc il y a un intérêt pour tout le monde parce que finalement c'est celui qui en bénéficie à la fin, c'est le majeur protégé, c'est le bénéficiaire final, quoi. Et après, sachant que nous on peut proposer plusieurs devis quand il y a besoin. En fait, pour certains montants, il y a besoin de plusieurs devis. Ça, c'est quand c'est un gros chantier. C'est ça. Donc nous on peut consulter plusieurs partenaires. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on monte un dossier de consultation, un cahier des charges des travaux. Et ça permet de consulter les entreprises sur la même base. On s'est rendu compte que quand nous on va faire un devis sur des travaux de projet A et que l'artisan concurrent fait un devis sur un projet B, et le tuteur se rend compte que c'est compliqué à comparer, et puis voilà, on est sur des trucs qui sont incomparables, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est plus cadré, c'est clair. C'est ça, sachant que nous on n'est pas fermé en plus à travailler avec les artisans avec lesquels les tuteurs collaborent déjà. En fait, on fait pas le même métier que l'artisan, donc vraiment toute la coordination. Donc et donc toi, tu vas pas sur les chantiers suivre ce qui se passe? Nous on y va régulièrement pour toutes les prises de besoin, prendre les mesures, voir ce qu'il y a à faire. Et sur les petits chantiers, non, quand il faut changer une chasse d'eau, ça n'a pas d'intérêt d'aller sur place. Sur les gros chantiers, on passe, on fait des réceptions. On fait un suivi quand même un peu plus proche. Oui, t'es le coordinateur du truc, donc tu viens quand même de temps en temps. Puis nous, pour moi, c'est vraiment important d'aller sur chantier, parce que pour se rendre compte de ce que les artisans vivent, se rendre compte des situations, pour voir les bénéficiaires, je trouve que c'est hyper important d'avoir ça. On peut pas y être tous les jours non plus, mais c'est vraiment important. Et de temps en temps, on fait une petite intervention nous aussi. Tu sais, il faut changer un robinet, un petit truc facile. Vous savez le faire. C'est ça, mais on se force à le faire régulièrement parce que comme ça, et vraiment, c'est là que tu te rends compte que tu oublies très rapidement la réalité quand tu es devant ton ordi. Et là, tu te rends compte ce que c'est d'aller t'allonger par terre pour te mettre sous l'évier pour enlever le robinet. Et tu vois, je trouve que c'est vraiment bien pour nous. C'est très bien. Ça, je pense qu'on va continuer à le faire parce que ça nous raccroche à la réalité, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, j'ai une question un peu sympa, que je trouve un peu sympa et que j'espère que tu vas avoir une réponse drôle. Est-ce que par hasard, tu as une anecdote à nous raconter sur un chantier où tu as pu intervenir, où il y a quelque chose qui s'est passé, que tu as retenu, qui t'a marqué, plutôt sympa, pas quelque chose de triste, j'espère qu'il n'y a pas de truc triste, mais plutôt cool. T'en as ou pas? Non, on va parler des trucs sympas. J'ai vraiment une anecdote qui m'a touché en plus, mais pas de rien, quoi. C'est que un vendredi, on se fait appeler début d'après-midi qui travaille, on nous explique qu'une personne n'a plus la télé chez elle, ses chaînes se sont déréglées, elle a plus la télé. En fait, on pense que là, tu vois, on se dit c'est tout bête, déjà on se dit elle va remettre en route sa télé, mais en fait non, elle est pas en mesure de le faire forcément, donc déjà elle peut pas le faire elle. On se dit au pire elle a pas la télé samedi dimanche, on reviendra lundi et puis c'est pas grave, tu vois. Mais quand si elle peut pas trop se déplacer, qu'elle peut rien faire la télé, c'est hyper important. C'est ça. Tu te rends pas compte. C'est exactement ça et du coup l'après-midi c'est toujours compliqué.
C'était juste à côté en plus d'ici. Ok, très bien. Et bon, du coup, dernière solution qu'on a, c'est il nous reste un créneau en fin de journée, je sais plus, 17h, 18h, c'est le seul moment que l'on peut passer. Okay. On y va, tant pis. Okay. Pas tant pis, mais on y va quand c'est la seule solution qu'on a. Et on y va, on réduirait sa télé. Là, au début, elle était pas bien. Elle commence à nous dire, ben moi, le dimanche, il faut que je me fasse la messe, et tout. Dame super sympa. Et du coup, on arrive à lui régler sa télé, on lui remet les chaînes, ça pour le coup. Donc on se dit cool, on a bien fait de passer. Et du coup, après, elle nous raccompagne à la porte. Elle était contente, tu vois, elle était contente et tout. Et elle claque la porte, elle ferme la porte. Et là, on entend crier. Mais crier vraiment dans son appartement. Ouais, genre, ouais, j'ai la télé. Mais vraiment, cri de délivrance. Comme si, je sais pas, je venais de lui apporter 1 million d'euros en liquide, tu vois. Et elle était trop contente. Et nous, on était là. Du coup, on l'entendait bien parce qu'on était juste devant la porte. Je sais qu'on l'associait en plus. On était là, c'est dit. Vous avez pas fait, pour vous, c'est pas grand chose, mais pour elle. Ouais, mais je te dis, c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais. C'est gratifiant, quoi. C'est cool. Complètement. Vous avez dû rigoler aussi un peu quand même. Ouais, mais sur le coup, on était un peu surpris, mais vraiment, tu vois, c'est vraiment cette histoire, elle illustre le truc, c'est des trucs de votre métier, quoi. L'importance d'être là et d'avoir spécialisé ce secteur-là pour un vrai accompagnement. Complètement. C'est génial. Qui sont tout simples et qui en fait font beaucoup de bien aux personnes. Oui, parce que nous, on n'a pas la télé, on sort, on va faire autre chose, limite, il y en a plein qui n'ont pas la télé et enfin, selon ton rythme de vie et ce que tu peux faire ou pas faire, la télé, c'est important. On se rend pas compte, Clairement. Comment ça se passe? Alors ça, en fait, au final, j'ai déjà posé pas mal de questions, mais de manière un peu plus fluide que ma liste, mais j'en ai plein d'autres. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta journée type? Tu me disais que tu étais plutôt derrière ton PC. Est-ce que tu as organisé tes journées ou tes semaines avec une journée administrative, une partie relance, une partie sur chantier, ou c'est complètement différent toutes les semaines? Désorganisé. Ok. Non, je plaisante. En fait, moi, j'aime pas trop bloquer des jours entiers parce que souvent, c'est des trucs que je pense et il faut toujours être un peu disponible. Donc, je me réserve plus des créneaux dans les journées. Okay. Moi, j'aime bien commencer à travailler assez tôt. D'accord. 7h30. Ouais. Et en fait, c'est le moment où il y a personne qui parle. Il y a pas de mail, il y a pas de téléphone, il y a personne. Et j'aime bien me faire une session jusqu'à du coup 9h, 9h30, tu vois, 2 heures vraiment de travail profond ou répondre, je sais pas, en ce moment, répondre à un appel à projet, par exemple. Ça le matin. Il faut te concentrer et qu'il fasse frais aussi parce que là, il fait chaud. Ça aussi, Ça joue. C'est ça, et du coup, je commence en général à ça, ou alors des fois, après, ça dépend selon les besoins. Mais par exemple, je vais faire. Ok. Ce genre de choses. Je commence vraiment ma journée par une petite session comme ça. Après, j'ai envie de dire que ça dépend. Moi, mon rôle dans la société, si tu veux, on s'est organisé de la sorte. C'est mon associé gère tout l'opérationnel. D'accord. Les chantiers, etc. Moi, je suis plus dans le développement de la société, les rendez-vous avec les clients, les présentations. Je pense. Ce genre de tâches. Sachant que je l'aide aussi quand il y a besoin, quand il y a des cours ou quoi, quand il y a une urgence, je vais l'aider. Donc après, j'ai pas vraiment de journée type au final. Ça dépend vraiment d'où on en est, des rendez-vous qu'on a prévus et des urgences qu'on a. Et en fait, j'essaie de me prévoir toujours d'un peu des marges de manœuvre. S'il y a une urgence qui tombe, que je sois disponible. S'il y en a pas, tant mieux, je me sers du temps pour faire autre chose. Ok, très bien. Et la partie que vous faisiez au début, accompagner les particuliers ou les syndics, les agences immobilières pour mettre en place leurs travaux en fonction des besoins avec vos bases de données d'artisans, vous le faites plus du tout. Ça, c'est terminé. Vous n'avez pas du tout, une fois de temps en temps, un besoin. Non. Vous êtes vraiment sur la spécialité et dérogez pas à l'arrêt, quoi. On veut plus. Ok. En fait, il y a plusieurs explications. Déjà, pourquoi on en est arrivé à moins travailler avec les particuliers? Moi, le B2C, c'est parce on a un service qui est pas adapté, en fait, aux besoins de particuliers. D'accord. Ça, c'est pas besoin de tous les particuliers. Parce qu'on se rend compte qu'en B2C, on cherche plus un prix, on cherche beaucoup de choses que nous, qu'on n'arrive pas à donner, parce que donner un bon prix, une bonne qualité, que ça soit fait vite, malheureusement, on peut pas tout avoir en même temps et on n'est pas magicien. Donc on se rend compte que nous, on était beaucoup mis en concurrence avec des gens qui jouaient pas avec les mêmes règles, les particuliers vont consulter à côté quelqu'un qui fait ses
au black, par exemple, donc ça fonctionne pas. Donc, en fait, on a un taux de transformation qui est pas assez élevé. On a une valeur ajoutée qui est pas bonne et ça fonctionne pas et ça frustre tout le monde. Donc, en particulier, on veut faire. Et par rapport aux professionnels de l'immobilier, parce que du coup, là, c'est on aurait pu se dire on continue avec nos clients et que ça fonctionne, etc. Le souci, c'est qu'on s'est rendu compte que par rapport aux artisans, après, ça les trouble un peu. Alors un coup, on va intervenir avec un locataire, ça va se passer comme ça, on va prendre le rendez-vous, l'artisan va devoir prendre le rendez-vous avec le locataire. Un coup, on va intervenir chez une personne sous tutelle ou curatelle, et là, c'est nous qui allons prendre rendez-vous pour elle, il va falloir se coordonner. En fait, c'est trop compliqué pour l'artisan, il sait plus se retrouver. Et je trouve aussi, là, ça peut être très personnel, mais je trouve ça mieux de spécialiser dans un type de travaux pour un type de public et y rester et savoir faire ça. Ouais, c'est clair. Puis les particuliers, t'as quand même le truc de t'as pris rendez-vous puis t'es pas là, puis au niveau de l'organisation, je pense que pour vous c'est mieux. Là, vous avez des artisans, c'est cadré, vous avez des horaires, ils sont respectés. Je trouve qu'en B2C c'est quand même un peu plus désorganisé, les gens sont un peu moins, c'est pas le mot, mais un peu moins pas respectueux, mais un peu moins cadré, quoi, on va dire. C'est vrai que je pense que pour vous c'est peut-être logique, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artisans qui malheureusement ne déclarent pas tout ce qu'ils font, donc forcément par rapport à vous, vous n'êtes pas... C'est devis avec assurance, déclaré, TVA et tout ce que tu veux, tu ne seras jamais compétitif avec quelqu'un qui te le fait au black le dimanche. Quoi. C'est clair. À 3h du matin. C'est ça. Est-ce que... donc du coup, on a parlé un peu du projet et où vous en êtes. Est-ce que vous avez vocation, donc là vous êtes 3, est-ce que vous avez vocation à grandir? Est-ce que pour l'instant vous êtes d'ailleurs que sur Marseille ou est-ce que vous vous étendez ailleurs? Est-ce que vous voulez vous étendre ailleurs? C'est quoi les projets? Aujourd'hui, comme je le dis, 3, on travaille sur les Bouches-du-Rhône. D'accord. 13. Nous, on met vraiment un point d'honneur à privilégier le service avant tout, la qualité du service avant tout. C'est-à-dire qu'on peut pas on n'a pas envie de se dire demain on va ouvrir un nouveau département. Et ça va être un peu borderline au début, et ben on va prendre des artisans qu'on va trouver à droite à gauche, on n'est pas trop sûr, mais bon, en croisant les doigts, ça va le faire. Nous, on n'a pas du tout envie de faire ça, parce que par rapport au public, par rapport à l'image qu'on veut renvoyer, par rapport surtout à nos valeurs, c'est pas du tout le but. On met vraiment un point d'honneur à faire les choses petit à petit. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire marcher le service et de le rentabiliser sur notre zone géographique. Pour après aller faire la même chose dans d'autres départements. Ouais, et pouvoir peut-être laisser ici quelqu'un en place parce que ça gère déjà et vous mettre ailleurs pour aider. C'est quand même important que ce soit vraiment vous qui soyez sur... Enfin, je pense que c'est l'ancrage local. Ouais, parce que si tu mets quelqu'un qui gère et qu'en fait il a pas tes valeurs ou qui bâcle un peu, après ta marque, l'image... Non, c'est pas du tout... pas du tout ce qu'on veut faire. Mais en fait, c'est hyper important l'ancrage local aujourd'hui. Parce que ça marche pour les utilisateurs, un interlocuteur qui peut joindre. Déjà, et pareil pour les artisans, tu vois, pour la relation de confiance, aller les voir, aller passer du temps avec eux, aller voir les chantiers. Donc aujourd'hui, on est incapable de faire ça à distance, dire ça y est, on va travailler sur Paris, on recrute 2 maçons, 2 peintres, des électriciens, on envoie. Oui, c'est pas comme nous, on pourrait délocaliser. Enfin, c'est pas, tu vois, nous on a une activité de service différente par rapport à vous, donc il y a pas de main d'œuvre qui a besoin d'être sur place. Donc. C'est ça. Ouais. Nous, c'est humain avant tout. Et c'est tout ça que je trouve intéressant aussi. Nous, enfin, je sais pas, on n'est pas dans une logique de se dire en 2025 il faut travailler dans la France, dans toute la France, et en 2027 on va ouvrir l'Europe. Mais vous avez quand même une stratégie d'évolution quand même. Oui, on a quand même envie de le faire, mais voilà, on va le faire quand on sera prêt. Ouais, quand vous serez sûr de la base d'artisans et que sur place vous pourrez. Ok. Est-ce que vous avez d'autres projets, de monter d'autres entreprises à côté ou bon, je pense que pour l'instant ça vous prend déjà pas mal de temps, mais je pose la question au cas où parce qu'il y a des gens ils ont 1 milliard de projets et on a eu quelqu'un qui avait 5 entreprises différentes et ça roule, mais après de personnalité, d'envie de se mettre à fond ou pas dans ce projet, mais. Moi je suis par rapport personnellement, moi je pense que ça me demande déjà assez d'énergie et de temps. Et je suis plus de là à me dire je préfère faire ça à fond et on verra pour faire d'autres projets plus tard ou j'en sais rien, mais pour l'instant focus sur la projet. J'ai déjà essayé de bosser sur d'autres trucs un peu à côté ou des projets limite même à la frontière du perso, tu vois. Bah oui. Tu te dis je vais travailler 1 heure ou 2 le soir ou en fin de journée. T'es obligé d'être à fond sur quelque chose. Sauf si t'as des choses qui roulent et que t'as des gens qui gèrent à ta place, mais c'est différent. Ouais, ça non, je pouvais pas. J'ai pas ça. Pour l'instant, c'est pas l'heure. Non, pour l'instant, focus sur ça. C'est très bien. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune ou quelqu'un qui souhaite faire ce que tu fais ou accompagner des personnes peut-être vulnérables, que ce soit pas forcément sur votre secteur, mais par exemple, tu vois,
une entreprise similaire sur les auxiliaires de vie ou qui, tu vois, peu importe. Est-ce que tu aurais un conseil, je pense qu'il y a l'humain, mais est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager là-dessus? Ouais, le premier l'humain. Si c'est, moi je pense, parce qu'après on voit différents types de personnes, de profils. Ouais. Si la personne veut faire ça pour s'enrichir, pour faire une grosse entreprise, faire des levées de fonds, la revendre, je pense que ça va poser problème. Ouais. Parce que c'est vraiment, après c'est mieux, mais je pense qu'il faut, pour faire ça, faut être aligné, faut avoir envie de le faire. Nous aujourd'hui, c'est horrible ce que je vais dire, mais faut avoir envie de faire des travaux pour les personnes, parce que c'est plus compliqué, parce que c'est pas des gros travaux, parce que c'est pas ce qui va nous, c'est pas là où on va s'enrichir comme des fous. Donc nous on le fait plus par conviction, parce qu'on a envie de répondre à un problème. Tu vois, c'est là où le côté impact, le côté social. Que si c'est pour faire une entreprise, si c'est faire une entreprise pour faire une entreprise, je respecte ce choix, il y a aucun problème, ça dépend vraiment de ce que les gens veulent faire. Et si c'est faire une entreprise pour le côté purement business et juste voir ça avec des chiffres et voilà, et je schématise un peu le truc, mais c'est pas la peine. Enfin, ça va pas marcher pour la personne, ça va pas marcher pour les utilisateurs, c'est pas bon. Donc après, pour enchaîner, je pense que c'est un truc qui est vraiment important, c'est de comprendre vraiment le secteur, parce que c'est un secteur qui est très complet. Hein. Par rapport à ce que tu disais, l'exemple sur les auxiliaires de vie, mais il y a millions de différentes structures, de différentes formes de structures, de financement de ces structures. Il y a plein d'acteurs dans tous les sens. C'est assez incroyable aussi, dès que tu mets le nez un peu dans le social et l'accompagnement des personnes, j'ai trouvé ça fou. C'est hyper complexe, T'as plein de choses, faut vraiment tout connaître, quoi. Donc vous avez dû peut-être un peu aussi vous former, découvrir des choses, faire accompagner, quoi. Ouais, complètement. Okay. Public, c'est structures privées, il y a énormément de choses. Il y a ça. Donc je pense bien comprendre. Déjà comprendre l'écosystème, comprendre les besoins de l'écosystème aussi, parce que moi je me rends compte que souvent on pense que les gens ont besoin de quelque chose, mais en fait quand je parle avec eux, non, c'est pas du tout ça dont ils ont besoin. C'est clair. Ça arrive souvent. Ouais, ça c'est bien. Et après le troisième volet, je pense, c'est ce que je dis, c'est proprement et être sûr de ce qu'on fait en fait. C'est que là pour moi on n'a pas le droit à l'erreur. Pour prendre un exemple un peu délirant, mais tu te dis un particulier, tu rates ses travaux, c'est chiant, attention, c'est compliqué, c'est frustrant, mais c'est moins grave, tu vois, il va être en mesure de le faire, il va être en mesure de chercher un autre artisan, il va être en mesure d'aller voir son assurance, tu rates des travaux, voilà, il y a ça des conséquences, mais qui sont moindres par rapport au si tu vas chez quelqu'un qui est vraiment en situation de vulnérabilité, tu rates ses travaux, là, c'est d'autres problèmes, et pour tu peux pas trop jouer avec ça, quoi. Tu t'amuses pas à dire allez, je vous ai réparé le truc. Eh ben non. Ouais, c'est pour ça. C'est ça, donc il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait. On va passer un peu plus à toi maintenant pour finir, aller sur ta personne. Enfin, toi, Romain. Pas Romain l'associé, mais Romain en tant que personne. Est-ce que tu as des passions qui n'ont rien à voir avec ton métier, des choses qui t'animent? Qu'est-ce que tu fais dans tes loisirs? Dans mes loisirs, parce que moi je regarde le Tour de France. Ah, très bien. Moi aussi, j'ai pas le choix, je regarde par dépit le dimanche. Mon Dieu, quelle horreur. Très bien. T'as vu hier que du coup, comment il s'appelle? Il a été éliminé là. J'ai oublié son nom. Non, il a abandonné, non? Non, il est tombé. Il a eu une chute. Je sais plus comment il s'appelle. Il m'en parle tous les jours, mais j'ai oublié son nom. Bon, il est tombé. Du coup, il a 16 km à rattraper et donc il est deuxième. Ah, mais Pogacar, voilà. Ouais. J'entends son nom tous les jours, mais j'oublie. Voilà, donc du coup, normalement, il a perdu, principe. Chance. Ouais. Donc, le Tour de France, très bien. Le Tour de France, non, après, moi, j'ai une passion un peu loufoque, mais voilà, pas commune, on va dire. Je suis passionné par Marseille, moi. Ok. Passionné par la ville, par l'histoire, par un peu tout ça. Okay. Par ce qui s'y rattache aussi, le ballon rond. Ouais. Je vais beaucoup au stade, j'aime ça, je fais du vélo aussi, un sport. Ok. Ça je suis content parce que j'en ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune et je me suis remis assez récemment. Okay. En ce moment, je suis passionné par le kiné parce que c'est la cheville en fin d'année. Ok, très bien. Donc tu vois, après non, on va te dire, j'ai des passions assez simples. Ok. Qui me permettent un peu de m'évader après le vélo, le travail, ça, quoi. C'est clair. Ok. Si tu vois, moi j'aime bien tous les trucs de l'été, tu vois, en ce moment, aller jouer au boule, aller pêcher, tu vois, ce genre de choses. Voilà, c'est la bonne période. Ouais, profite. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire, quelqu'un qui te motive,
Ça peut être un entrepreneur, mais quelqu'un que tu vois tous les jours. Ça peut être ta maman, ça peut être, j'en sais rien moi. Enfin, c'est hyper large que tu as quelqu'un voilà, qui te motive. C'est que ça m'a posé beaucoup de problèmes cette question. C'est que j'ai réfléchi et j'ai pas repensé toute ma vie entière, tu vois, mais je me suis quand même beaucoup questionné sur ça. Mais qu'est-ce que c'est cette question-là? C'est tordu. Qui m'inspire et tout. Je me dis, mais en fait, j'essaie de penser à des gens connus et tout. Je me dis, oui, il y a des trucs qui m'inspirent, mais pas des personnes. Je vais pas te dire, ouais, je suis pas inspiré par Steve Jobs ou Elon Musk, pas spécialement. Moi, je suis beaucoup inspiré par les entrepreneurs en général. Okay. J'aime beaucoup écouter leurs histoires. Ouais. J'écoute des podcasts. J'aime bien le podcast La Galère. Ouais. Parce que j'aime bien écouter des gens qui parlent de leur histoire. Plus que des sujets techniques. Alors le marketing, je me suis pris comme ça. Enfin, je trouve ça intéressant aussi, mais voilà, moi, ce qui m'inspire, c'est plus des gens qui racontent leur parcours. Et ça me permet de deux choses, de me rendre compte que je comprends maintenant. C'est un peu ce qu'ils vivent, ce qu'ils racontent, alors qu'au début je comprenais pas du tout parce que j'avais pas forcément vécu toutes ces choses-là, tu vois, ou au moins appréhendé. Et je trouve ça aussi comment dire, apaisant de voir un peu que les gens sont passés par une galère. En fait, on est tous pareils et que c'est toujours on a toujours 1000 trucs à faire, qu'on est toujours dans le feu et que c'est vraiment rassurant tout ça. Je m'inspire et je m'inspire pas mal quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Pareil. Où je le trouve remarquable sur sa vision de travail. C'est la personne avec qui on travaille quasiment. Content. Roi qui est vraiment qui a vraiment des valeurs, qui connaît son métier, qui a pas de problème à dire quand là c'est bien, là c'est pas bien, mais avec de manière très expliquée, qui est pas vraiment dans les sentiments, ou vraiment très objectif. Et donc voilà, je m'inspire. Ouais, c'est top. C'est ton travail qui te plaît, donc les gens qui t'entourent, c'est parfait. C'est ça, Au moins tu sais que t'es bien entouré. Ouais, plutôt. Puis après, tu essayes de parler avec tout le monde et puis de prendre. C'est ça, je vois bien, tu vas aux événements, tu découvres des gens, tout ça, tu t'enrichis clairement de ça. Enfin, tu peux pas rester seul dans ton coin. Ta vie est un peu triste. C'est ça. Bon, et après, à l'inverse, tu peux pas passer ta journée à parler à des gens et écouter les conseils des gens. Parce que bon. Il faut un mix. Un entre-deux, c'est qu'il C'est ça. Je pense que la vie est faite de juste milieu, après, tu vois. Tu prends Mathéo et moi, on passe notre journée à parler. Hein. C'est ça, ouais. Mais moi aussi, c'est ça le problème. Voilà, c'est les pipelettes. Voilà. Je crois qu'il me reste 3 questions. Je suis plutôt pas mal. Je trouve qu'on est bien. Est-ce que tu pourrais nous partager un livre que t'aimes bien, ton livre favori? Est-ce que t'en as un? Ou est-ce que t'as... Non, pas du tout. Je lis pas. Ok, tu lis pas. Je lis La Province. Super. La déprime, machin est mort. Ouais. Mais du coup, j'ai trouvé une petite parade pour ça. C'est que j'ai trouvé une newsletter qui s'appelle L'Essentiel Marseille. Là, c'est lié à ma passion Marseille aussi. C'est que le matin, premier truc que je fais avant de travailler, c'est je lis cette newsletter, que c'est quotidien. Et ça te partage des actualités un peu de la ville, mais plutôt positives que négatives, tu vois. Et je trouve ça vraiment, c'est vraiment cool pour commencer la journée, c'est pas mal. Et j'essaye de lire par rapport à l'entrepreneuriat, mais des choses qui m'inspirent aussi. J'aime bien la newsletter de Make Sense. Vraiment pertinent déjà, et puis ça redonne de l'énergie, ça parle de sujets, c'est un peu comme ce qu'on disait sur les podcasts d'entrepreneurs, tu vois, c'est vraiment ça donne de l'énergie. J'aime bien aussi la newsletter de marketing. Je connais pas. Je trouve ça. Je connais pas. Intéressant, ça parle de social en fait, ça parle de plus de marketing à impact, marketing social, je trouve ça intéressant. Il y en a tellement de toute façon. Mais c'est bien que tu aies ta base et que tu tiennes quoi. Enfin... C'est ce qui est compliqué avec tout ça, c'est qu'il y en a tellement que tu as vite fait de t'inscrire. Il y a des moments où je sais pas, pas des coups de panique, mais des moments où je me dis mais ça c'est intéressant, je m'inscris à 3-4 newsletters, puis au final tu en reçois plein. Après tu te rends compte que tu lis pas. Et moi c'est pareil, je me suis inscrite à Vox, je sais pas si tu connais, c'est un truc aussi qui te rappelle un peu les actualités du moment. Parce que j'ai des copines qui m'ont fait découvrir et j'étais en mode c'est cool et tout. En fait, tous les matins je reçois et tous les matins je fais poubelle. Enfin, parce qu'en fait finalement je me rends compte que
On fiche. C'est vrai, c'est un peu le genre de FOMO, là. Tu as envie de tout lire, mais en même temps. Et puis le pire, c'est quand après tu te stockes une newsletter à un endroit, tu te dis, ah, c'est la fois, je vais les lire, tard, un et dossier jamais. newsletter. Nickel, t'en passes 2 semaines, t'en as 200, c'est super. Le mauvais bail. C'est pour ça. Ne pas faire ça. Ne surtout pas faire ça. Et vous désabonnez surtout des newsletters. Ne pas oublier qu'en bas, il y a une petite ligne. Se désinscrire. Ouais, c'est ça. Ça existe, ça sert à ça. Ça évite de stocker des mails pour rien aussi. Bah ouais, c'est pas bon pour l'impact, pour la planète quand même. Il y a aussi ça qui est important. Est-ce que du coup, donc tu nous as dit que tu lisais pas tellement de livres, mais est-ce que toi t'aimerais écrire un livre? Et si oui, sur quel sujet? Ça on me l'avait jamais. Ça, c'était même pas dans mes questions. Ah, surprise. Voilà. Moi, j'aime bien, sans être un grand écrivain, mais j'aime beaucoup écrire. Ouais. Parce que j'aime écrire d'une façon où j'écris comme je pense, comme je parle, comme je pense, je le mets sur un papier. J'ai vu sur LinkedIn et ça marche très bien. T'es très bon en personal branding. Et donc j'aimerais bien. J'ai déjà écrit. Alors la blague aussi, j'ai écrit un livre, un petit PDF, un livre blanc, tu vois. Okay. Mais pour les sujets de travaux pour les personnes sous mesure de protection, j'avais écrit un petit truc et ça, je me suis bien amusé à le faire. Ouais, donc ça te plaît. Ouais, j'aimerais peut-être un jour. Pourquoi ouais. Ok. J'avais pas mis ça dans ma liste de projets, tu vois. J'ai pas le sujet, mais ça va peut-être venir. Si j'ai des choses intéressantes à partager, je me dis pourquoi pas. Faut les dire. Ouais. Et puis du coup, tu auras un œil différent et ça peut être sympa. De toute façon, chacun a son expérience, donc c'est souvent enrichissant de lire des livres d'histoire d'autres, quoi. Bah ouais, complètement. Trop bien. Et je rajouterai dans ma to-do list, tu vois, à long terme. Écrire un livre et l'envoyer à Salomé pour relecture, validation, et on en reparlera dans le prochain podcast. D'ici là, tu auras une nouvelle spécialité, je sais pas, d'ici 2 ans. Ouais, on verra de quoi l'avenir sera. Exactement. Pour finir, est-ce que tu as une citation à nous partager qui te plaît, qui te motive, une petite phrase, quelque chose? C'est pas forcément une citation d'un grand écrivain, mais quelque chose qui toi, te plaît. Il y avait celle que je t'ai mis dans la fiche de renseignement. Oui. Le soleil brille pour tous. Ça fait beaucoup écho avec ce qu'on fait et avec les personnes surtout qui ont travaillé les situations où je me dis c'est pas parce que c'est pas capable pour X ou Y raison qu'elles ont pas le droit de tu vois. C'est un peu le truc de remettre j'ai l'impression qu'aujourd'hui sans rentrer dans un grand débat, tu vois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ceux qui font beaucoup de bruit, ceux qu'on entend beaucoup, ceux qui sont visibles. Alors qu'il y a des gens, du coup, les personnes pour lesquelles on travaille, mais il doit y en avoir plein d'autres aussi que je connais pas et que j'ai pas identifié. Donc voilà, là je fais une fixette sur ce que je connais, quoi. Et puis voilà, ces gens ont le droit aussi de goûter à tout ça. C'est ça qui me marque. Donc j'aime bien cette citation, tu vois, ça remet un peu pour aller sur une citation, ça remet un peu l'église au centre du village. Ouais, carrément. Mais carrément, ça recentre tout le monde sur un pied d'égalité, quoi. C'est ça. Et après, j'aime bien aussi, du coup, je t'en donne 2. Ouais, ça me va. C'est, comment ça va? Chacun voit midi à sa porte. Ça, c'est plus une vision personnelle où, chacun fait sa vie, tu vois. Enfin, moi, j'ai envie de faire ça parce que je l'entends comme ça. Oui. Par rapport à un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la personne qui a envie de faire une start-up pour aller scaler et faire un truc de fou a le droit de le faire et il y a aucun problème avec ça, tu vois. C'est un peu, chacun. L'artisan qui a pas envie de travailler avec les personnes sous tutelle pour X ou Y raison, il fait ce qu'il veut et moi, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, c'est un peu être, chacun a ses intérêts et puis chacun fait ce qu'il veut. C'est très bien. Ça me paraît pas mal. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin ou quelque chose? Remercier. Merci à toi. Pour cette invitation, pour cet échange très constructif. Et très cool, franchement. Très content d'avoir vu l'évolution de ton parcours. Parce que du coup, je te suis quand même sur LinkedIn, je vois passer tes posts et je trouve vraiment qu'ils sont bien écrits. Parce que nous, on accompagne des clients sur du personal branding. Et je me rends compte qu'il y en a qui, du coup, on les accompagne parce qu'ils savent pas faire. Et toi, tu vois, je sens cette appétence-là sur la rédaction, sur mettre le ton. Et en fait, t'as compris que c'était l'humain, mais toi, c'est le cœur de ton métier, donc c'est logique. Et je trouve ça vraiment cool, donc je vais continuer de te suivre, puis on verra quel est l'avenir de Platéo. Là, mais ça fait plaisir. Et puis, si je veux savoir, je peux te retourner la même chose, parce que moi, je te suis aussi ce que tu fais avec Storm. C'est aussi assez incroyable. C'est cool, on se suit mutuellement. Non, mais c'est bien. Moi, c'est ça que j'aime bien, en fait, dans l'entrepreneuriat, tout ça, tu vois. Ça part d'un truc où on se rencontre à un after work, où on discute sans vraiment, on a rien à gagner au final, tu vois. De base, on va pas forcément faire de business ensemble, pourquoi pas par la suite, j'en sais rien. Mais de base, voilà, c'est très désintéressé. Et puis, tu te rends compte que des rencontres comme ça mènent à aujourd'hui, enregistrer un podcast ensemble. Moi, je trouve ça super. Ton profil, je me suis dit, mais il faut absolument qu'ils viennent. Enfin, tu vois, c'est logique. Puis, tu vois, moi, j'aime bien, l'idée de ce podcast, c'est de mettre en avant l'entrepreneuriat de la région. Et en fait, pour moi, t'en fais complètement partie. Enfin, t'as un impact aussi utile. Donc, après, on n'interviewe pas que des gens pour moi, ils ont tous une utilité, mais tout le monde n'avait pas forcément sur l'impact. Mais
En tout cas, voilà, je trouvais que c'était logique et intéressant. Je vois qu'une évolution, je suis c'est parfait. Bon, bah peut-être à bientôt du coup. Bah, bientôt, ouais. Volontiers. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à nous suivre ici ou sur vos réseaux sociaux préférés et à nous laisser une note concernant le podcast. À très vite pour un nouvel épisode.